Bon, déjà, je ne suis pas la Palestinian Animal League. Non, mais juste pour replacer, c'est pas ma présentation et je suis pas palestinienne. C'est pas mon travail que je vais présenter. Je fais partie d'un groupe de solidarité avec l'association qui est en Palestine et je fais surtout de la traduction pour eux en français, mais c'est pas moi qui fais le travail dont je vais vous parler et la présentation elle-même non plus, c'est pas forcément moi qui l'ai fait. Donc je vais reprendre des choses qui ont été faites par quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et j'ai pas non plus l'habitude de faire des présentations, donc voilà. S'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à reprendre et tout. On aura un long, je pense, moment d'échange, débat, voilà. Faut pas hésiter. Donc en fait, je ne sais pas quelles sont vos connaissances en fait, concernant la Palestine et le conflit, mais je suis obligée en fait, de faire quand même un bref rappel historique, car c'est l'histoire et la politique qui affectent tous les aspects de la vie en Palestine. Donc la première photo à gauche, c'est la Palestine avant la création de l'État d'Israël, donc c'est la partie en vert. Et les parties en jaune, c'était des colonies installées sous le mandat britannique. Après la création d'Israël, les Palestiniens qui vivaient donc dans ces parties sont devenus des réfugiés, ont été obligés de s'installer à Gaza, ce qu'on connaît comme Gaza et la Cisjordanie aujourd'hui. Et d'autres ont dû partir dans d'autres pays limitrophes comme l'Égypte, le Liban, l'Irak, la Syrie, etc. Et ils dépendaient d'autorités jordaniennes pour la Cisjordanie et de l'Égypte pour Gaza. Et en fait, voilà, donc c'est un territoire qui se devenait de plus en plus petit quand même avec le temps. Et on voit que de 1967 à 2005, les parties vertes diminuent de plus en plus, et à la fin, c'est les seules parties qu'Israël laisse aux Palestiniens en, on peut dire, autogestion, si on peut parler d'autogestion. Après les accords d'Oslo, dans les années 90, la Cisjordanie a été découpée en 3 parties, 3 zones. La zone A, B et C, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais grossièrement, la zone A, c'est une administration et la sécurité est gérée par l'autorité palestinienne. Ça représente 17% du territoire, donc c'est quand même assez réduit. La zone B, c'est une administration palestinienne, mais la sécurité est gérée par l'armée israélienne. Et la zone C, l'administration et la sécurité est gérée par l'État israélien. Et dans cette zone, donc c'est quand même 61%, la zone C, c'est la majoritaire. Il y a 70% de la zone où les constructions sont interdites et 29% très restreintes. Et il y a seulement 1% qui est réservé pour le développement des Palestiniens et des Palestiniennes. Et actuellement, on compte à peu près 300 000 personnes à risque d'être expulsées. Les zones rouges, c'est des zones d'entraînement militaire, aussi occupées par l'armée israélienne. Donc il y a beaucoup d'animaux qui sont en fait des animaux d'élevage pour l'agriculture, qui sont aussi victimes en fait de ces... Parce il y a les zones d'élevage qui sont mélangées avec les zones militaires, donc il y a beaucoup de dégâts faits envers les animaux qui vivent sur ces terres. Et aussi, voilà, en bleu, c'est quand même important de le remarquer, les bleus, c'est les colonies israéliennes. On compte 250 colonies illégales aujourd'hui, avec 700 000 colons et une expansion de 600% en tout juste 25 ans. Il faut savoir qu'aussi les routes entre les colonies sont réservées aux colons et que du coup, les Palestiniens n'ont pas le droit de les utiliser non plus. Donc ça fait un territoire qui est quand même assez découpé et assez compliqué quand même à traverser. En 2005, après le second intifada, le gouvernement israélien a décidé de faire ériger un mur. Donc la plupart des grandes villes palestiniennes sont entourées par ce mur et certaines villes ont des portails qui font qu'il n'y a qu'un seul moyen de rentrer ou sortir, c'est par cette ouverture unique, quoi. Donc le mur a été créé sous des raisons sécuritaires de la part du gouvernement israélien, mais en fait le mur il coupe l'accès en fait, aux Palestiniens à des richesses naturelles comme les meilleures terres agricoles, l'eau, etc. Et c'est un mur qui a vachement séparé la terre et le peuple palestinien qui travaille dessus. Il y a même du coup des personnes qui sont obligées de demander des autorisations pour juste travailler sur des terres agricoles qu'ils avaient avant.
Voilà, le gouvernement israélien a aussi déplacé le mur aussi pour pouvoir extraire du gaz sous les terres palestiniennes et le récupérer, notamment à côté de Ramallah. Donc il est souvent dit que le mur empêche seulement les humains de se déplacer, mais c'est faux. Il y a aussi quand même une grande diversité de climat en Palestine. Et donc dit diversité de climat, dit diversité de faune aussi, parce qu'au nord, à côté de la côte, c'est plutôt humide, plutôt chaud. Humide avec pas mal de pluie. Au milieu, à côté de Ramallah et Hébron, c'est plutôt montagneux. Alors que dans la vallée du Jourdain, c'est l'endroit le plus bas de terre. Donc c'est des climats extrêmement différents, même si c'est un territoire qui est assez petit. Donc il y a des animaux très divers et variés qui se déplacent. Mais en fait, avec le mur, les déplacements de ces animaux sauvages sont aussi bloqués, parce qu'ils ne peuvent pas non plus passer le mur. C'est comme les humains. Il y a aussi eu des dégâts avec des chiens de l'armée israélienne qui n'étaient pas forcément... certains sont mis à la retraite après la fin du service de travail du chien. Mais il y a aussi eu beaucoup de relâchements de chiens dits âgés dans les terres palestiniennes, derrière les murs. Il y a eu des relâchements aussi de sangliers sur les terres palestiniennes pour saccager en fait, les terres agricoles, parce qu'une fois qu'une terre n'est pas utilisée pendant plusieurs années, il y a une vieille loi qui dit que si une terre n'est pas utilisée pendant plusieurs années, elle revient à l'État d'Israël. Donc c'est aussi une question de gratter du terrain toujours continuellement. D'un point de vue des ressources et de l'écologie, il y a pas mal à dire. 80% des ressources d'eau palestiniennes sont gardées par l'État d'Israël et 24% sont refendues. On dit qu'il y aurait plus d'eau potable d'ici 2020, ce qui est quand même juste dans 2 ans. C'est bientôt. Il n'y a plus de délivrance de permis de construction de nouveaux puits d'eau depuis l'occupation en 1966. Et 161 structures liées à l'eau ont été détruites entre septembre 2009 et janvier 2017. Et aussi, les Palestiniens ont remarqué aussi des installations ces dernières années de zones industrielles qui évitent de s'installer en Israël parce qu'il y a plus de lois en termes par rapport à l'écologie, etc. Donc du coup, ils s'installent en Cisjordanie où il n'y a plus ces contraintes de loi. Et donc c'est des grosses zones industrielles qui contournent les lois israéliennes, détruisent l'écologie, exploitent les travailleurs, et qui relâchent aussi pas mal de déchets toxiques en Palestine. Et on a vu l'apparition aussi d'élevage intensif dans ces territoires-là, qui n'étaient pas là avant et qui ont été installés à côté de colonies en fait, israéliennes en Cisjordanie. Donc déjà, je pense que juste cette partie, ça permet, en fait, juste ce bref rappel historique, ça permet de voir qu'il y a quand même des liens entre le conflit et la question des droits humains, enfin l'histoire et la question des droits humains et animaux aujourd'hui. Et il y a des questions qui sont tout le temps posées, qu'elles viennent de Palestine ou en dehors, c'est mais les Palestiniens, ils ont peut-être pas-ils autre chose à faire que de s'occuper des animaux, en fait, avec toute cette souffrance envers les humains, etc. Et c'est aussi souvent une question plutôt critique, quoi, mais comment vous pouvez vous occuper des animaux alors que les gens souffrent autant et en même temps, dans d'autres genres d'événements, comme ici, par exemple, souvent les retours, c'est punaise, ils arrivent à s'intéresser à ces questions-là malgré le contexte politique et tout, c'est quand même plutôt impressionnant. Et la seconde réaction qu'on entend tout le temps, c'est qu'il ne faut pas parler de politique, il faut se concentrer sur la cause animale et que ça doit être la priorité absolue et qu'il ne faut pas mélanger les deux. Donc c'est une idée en fait qui dit qu'il faut être prêt à travailler avec quiconque a envie de travailler avec vous du moment que c'est pour la cause. Et ça sous-entend également que les questions des droits humains sont forcément séparées de la question des droits des animaux et qu'on peut se concentrer sur une question à la fois. Donc en fait, ces deux réactions ont en commun une chose, c'est que les gens pensent qu'en Palestine, la question des droits des animaux et la question des droits humains sont des questions très différentes, qui ne sont pas liées entre elles, et que les deux luttes peuvent être engagées séparément, sans qu'elles soient liées. Et que du coup, la question des droits des animaux peut être travaillée sans être impactée par la question de la situation politique. Et clairement, du coup, cette réaction suggère que les Palestiniens pourraient mettre de côté le conflit politique pour se concentrer sur la question des droits des animaux. Mais l'idée de Pal, justement, c'était un peu de contester ces deux réactions. Et du coup, je vais vous présenter un peu l'histoire de la Palestinian Animal League, comment ils se sont créés, comment ça a commencé. Mais eux, ils ont voulu montrer les liens entre l'oppression du peuple palestinien et des animaux à travers les territoires occupés palestiniens.
Et je pense que ça va vous montrer pourquoi c'est impossible pour l'équipe de PAL de mettre de côté la politique pour se concentrer sur la cause animale. Donc si les Palestiniens en fait, pouvaient mettre de côté l'occupation, c'est qu'ils ne seraient pas vraiment dans une situation d'occupation et qu'elle ne ferait pas son travail. Le but de l'occupation, c'est quand même de contrôler un peuple. Et je pense que n'importe tout le monde ici, quand on pense Palestine, les premières images qui nous viennent, c'est des images souvent de guerre, de conflits, surtout quand on n'y a jamais mis les pieds, c'est des images assez violentes de guerre continuelle et de violence tout le temps. Donc c'est un aspect, l'aspect politique est central dans l'imaginaire, et c'est une réalité pour beaucoup de Palestiniens, ça c'est clair et net, notamment à Gaza. Tout le monde, je pense, ici a entendu parler de ce qui s'est passé en mai, juste cette année, il y a eu un énorme massacre. Donc c'est une réalité, et c'est aussi une réalité en Cisjordanie, où l'équipe de PAL, elle est pas à Gaza, elle est plutôt à côté de Ramallah. Donc c'est une réalité avec des colonies illégales, des checkpoints, des clashs réguliers avec l'armée israélienne, qui mènent à des morts, des blessés, mais aussi des arrestations et de la détention arbitraire. Donc, et les médias portraient aussi une image des Palestiniens qui est assez biaisée, assez simpliste, entre des rôles négatifs de victimes ou de terroristes, ou alors des images positives de combattants de la liberté, mais que ce soit par une bonne ou une mauvaise intention, c'est assez réducteur et ça déshumanise en fait la population palestinienne, en pensant on oublie de voir que les Palestiniens sont des individus à part entière, et que ce ne sont pas juste ces images un peu romantiques qu'on peut avoir, et que je pense que c'est important de ne pas voir notamment quand on est des militants des droits des animaux, je pense que pour vous, ça vous parle aussi, c'est très important de ne pas perdre de vue une vision de l'individu et arrêter de voir des masses, notamment comme on le fait avec certaines espèces animales, des masses assez lisses, il y a des individus là-dedans. Donc, je ne sais pas si... certains de vous sont déjà allés en Palestine, mais c'est important de reconnaître que la situation politique a des répercussions sur tous les aspects de la vie, mais les Palestiniens ne sont pas fondamentalement définis en fait, par le conflit. Et derrière ces images, il y a aussi des gens, des communautés, une richesse culturelle, littéraire, des universités, des paysages incroyables, et bien sûr beaucoup d'animaux, une grande présence d'animaux. Et comme partout dans le monde, en fait, il y a des gens à qui ça tient à cœur de lutter pour leurs droits. Et c'est comme ça que le Palestinian Animal League a commencé à exister en 2011. PAL part du travail de terrain d'activistes qui sont nés, qui ont grandi dans des camps de réfugiés, notamment à côté de Ramallah. C'est à partir du travail qu'ils faisaient avec des jeunes. Et en fait, les militants là-bas ont commencé à remarquer comment des jeunes de la région se comportaient avec les animaux. Et ça rejoignait beaucoup de débats académiques qui mettent en lien la violence envers les humains et la violence envers les animaux. Et... si on fait grandir des enfants en fait, dans un environnement qui normalise la violence, les enfants commencent à voir la violence comme quelque chose de normal, et les militants de PAL voyaient des enfants maltraiter des animaux comme des chats ou des chiens errants, sans vraiment de raison, juste un peu gratuitement à maltraiter des premiers animaux qui passaient comme ça. Et donc c'était une grande préoccupation pour eux, tant pour les animaux que pour les enfants, d'un point de vue social. Et donc du coup, mais eux, ils savaient en fait pourquoi ça arrivait, et ils savaient pourquoi ces enfants avaient ces réactions-là, parce qu'eux-mêmes avaient été des enfants qui ont grandi dans ce contexte politique, et ils ont grandi aussi dans un pays en guerre, ils partageaient cette expérience avec les enfants en question, et ils étaient jeunes aussi, ils ont vu des membres de leur famille se faire emprisonner, être blessés, ou pire, assassinés. Certains ont vu leur maison se faire détruire, ils ont vu des adultes qu'ils aimaient et admiraient se faire humilier, avec des clashs réguliers en permanence. Et ils ont entendu les mêmes histoires aussi avec les grands-parents qui parlent des villages d'avant 1948 où ils vivaient. On voit des grands-parents encore en Palestine qui ont la clé de leur maison d'avant 1948, qui la gardent toujours avec eux dans l'espoir en fait, d'y revenir. Donc les enfants grandissent dans ces rappels, ces souvenirs d'avant 1948, la maison où on habitait, plutôt que le camp de réfugiés où on est toujours ici depuis plusieurs générations. Donc forcément, ça met la jeunesse dans une situation de colère et de frustration et de mal-être. Et en fait, la frustration, elle est renvoyée vers qui ? Vers plus faible que soi, c'est-à-dire le chat errant, le chien errant qu'on va croiser. Donc du coup, la violence est vue par la jeunesse comme une solution, une première réaction qu'on peut avoir pour se défouler, au lieu de la voir en fait, comme la première raison de leur mal-être. En fait. Et donc PAL voulait briser ce cercle de la violence. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé des campagnes de sensibilisation avec des enfants. Leur but était de combattre la frustration
des enfants et d'utiliser l'énergie qu'ils avaient pour des actions plutôt positives, pour rompre le cercle vicieux qui se répétait. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé le travail militant en prenant à bras de corps en fait, la question des droits des animaux et celle des humains comme un travail qui se faisait dans un même mouvement. Les premières activités, c'était plutôt du coup en direction des enfants, avec des actions de sensibilisation pour leur apprendre tout simplement à respecter les animaux et à réfléchir à leur place dans la société, à bien les traiter, déjà de ne pas leur faire du mal, assez basiquement. Donc ça passait par des colonies de vacances l'été, des randonnées de sensibilisation dans la nature, sur l'espace, l'état naturel, le milieu naturel en fait, des animaux. Il y avait des actions aussi de sensibilisation dans des écoles, dans des groupes, des communautés, des centres sociaux, différents endroits. Et les équipes de PAL en fait, montraient aux enfants combien il était gratifiant pour eux aussi de se rendre compte qu'ils avaient cette possibilité de faire autre chose que de maltraiter un animal, de faire quelque chose de plutôt positif avec leur énergie. Et que le respect, c'était aussi quelque chose qui faisait du bien, en fait. Apporter du bien, ça fait du bien, tout simplement. Donc et puis c'est des actions plutôt boule de neige, parce que les ateliers faits dans les écoles ont abouti à des créations de groupes d'enfants ou d'adolescents qui avaient envie de mener des actions locales pour les droits des animaux. Ça pouvait être assez varié, ça pouvait être des enfants qui organisent de l'art, de la cuisine, qui travaillaient sur les réseaux sociaux pour faire circuler des idées, des projets qu'ils avaient. Et c'était une approche qui était assez intelligente parce que ce n'étaient pas les professeurs qui géraient ces ateliers. Ils utilisaient des étudiants d'université qui étaient volontaires pour mener en fait, ces ateliers avec les enfants et des adolescents dans un rôle plutôt de mentor. Donc c'était en plus en utilisant des jeunes. Et donc c'était des actions qui étaient bénéfiques pour tout le monde, les étudiants et les enfants. Et ça démontrait aussi aux étudiants qu'ils pouvaient être en position de responsabilité, qu'ils avaient les capacités de participer du coup, à un changement positif, que ce soit pour les animaux ou plus largement leur communauté et ce qui était vivant autour d'eux. Une des autres activités de PAL, c'est la promotion d'une alimentation saine et végétale. Il faut savoir que la cuisine traditionnelle palestinienne est aussi super vegan-friendly. Tout le monde a entendu, je pense, du hummus falafel. Voilà. Quiconque va en Palestine mange très bien. Quand on est vegan, c'est vraiment pas un souci. Et même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de viande, historiquement, en fait, les gens ne mangeaient pas du tout de la viande quotidiennement. C'était vraiment réservé pour des moments particuliers et tout. Mais la viande a fait son entrée dans les cuisines palestiniennes vraiment après 1948, dans les aides humanitaires des Nations Unies. Et ils recevaient des conserves de bœuf. Et c'est comme ça que c'est venu dans les habitudes alimentaires, mais avant ça, ils n'avaient jamais mangé du bœuf en conserve, quoi. C'était quelque chose d'assez nouveau. Et donc en fait, des actions de promotion du véganisme, ça sert pas seulement aux animaux, ça sert aussi en fait, à encourager l'agriculture des terres palestiniennes, l'agriculture végétale, je ne parle pas d'élevage, quoi. Et aussi, ça reprend ce qu'on parlait tout à l'heure sur les anciennes lois, que si une terre n'est pas utilisée pendant plusieurs années, elle peut être récupérée par l'État israélien. Donc le fait d'investir ces terres aussi pour en faire une agriculture pour de l'alimentation végétale, ça permet aussi de garder le contrôle sur les terres qu'on a et qu'elles continuent d'être utilisées en fait, pour les Palestiniens. Donc en fait, pour moi, c'était super intéressant de voir comment on peut recréer un lien entre un peuple et une terre, mais tout en encourageant une alimentation qui n'exploite pas les animaux. Pour moi, c'est un super moyen de montrer qu'on peut avoir des répercussions positives sur les humains et les animaux en fait, dans une même action. Et c'est une réponse super intéressante pour les personnes qui pensent que les deux luttes ne peuvent pas être abordées en même temps, quoi. Et pour répondre en fait, à la deuxième question qui suggère en fait, qu'on peut oublier la politique pour se concentrer sur la cause animale, en tout cas en Palestine, je voulais juste vous parler d'une histoire dont je ne sais pas si vous en souvenez ou si vous en avez entendu parler à ce moment-là, mais c'était en l'été 2014. Il y avait eu un gros scandale sur un zoo dans la bande de Gaza, qui était cité comme le pire zoo du monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'il était dans un état déplorable. Les animaux crevaient de faim littéralement dans le zoo. C'était des conditions abominables, comme on en a rarement vu. Et voilà, dans tous les médias occidentaux, c'était le pire zoo du monde à Gaza. Et ce qui était plutôt le cas. Et il faut aussi remettre les choses dans le contexte, c'est que l'été 2014, il y avait la guerre en fait à Gaza. Il y avait un blocus pas possible, il y avait des bombardements continuels, continuellement. Donc c'était pas une zone
c'était pas un lieu... Enfin, c'est pas comme si c'était un zoo dont on pourrait parler en France. Enfin, c'est des conditions, un contexte vachement différent. Et donc, il y a eu des pétitions, en fait, lancées qui demandaient la fermeture du zoo et que les animaux soient emmenés dans un sanctuaire. Très bien. Et une militante des droits des animaux locale avait écrit un article qui condamne évidemment le concept même d'un zoo. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Mais elle rappelait également qu'une pétition comme ça ne pourrait juste pas pourrait pas être mise en application par les habitants de la bande de Gaza à cause du contexte politique. Elle rappelait en fait que le blocus de Gaza et les frontières créées autour de la bande de Gaza rendaient impossible le transfert de ces animaux de la bande de Gaza. Et elle concluait son article en disant que ça ne pourrait pas être fait en fait, tant que la bande de Gaza subissait des bombardements et que le blocus existait. Et cet article a reçu pas mal de commentaires négatifs, notamment racistes, qui disaient que les Palestiniens étaient des barbares et ne savaient pas s'occuper des animaux. Certains commentaires disaient que si elle disait qu'il était impossible de faire sortir les animaux vers un sanctuaire, en fait, c'était juste une excuse pour faire de la récupération politique et ramener tout au conflit israélo-palestinien. Certains commentaires disaient qu'il fallait juste sauver les animaux, mais en fait, c'était pas clair de qui était censé le faire, du coup, vu le contexte. Enfin, c'était un peu curieux. Donc, il est évident en fait, que si les habitants de la bande de Gaza avaient la capacité d'ouvrir la frontière pour le bien de ces animaux, ils auraient fait rentrer aussi l'aide humanitaire qui ne rentrait pas pendant le blocus à ce moment-là. Et il faut savoir aussi qu'à cette période-là, et même toujours aujourd'hui, les habitants de Gaza et de la Cisjordanie ne peuvent pas forcément aller de l'un à l'autre. Enfin, c'est assez rare les personnes qui ont le droit de traverser de Gaza à la Cisjordanie, c'est complètement bloqué. Et donc pendant cette crise d'ailleurs de 2014, du coup, dans la bande de Gaza, l'équipe de PAL avait essayé de faire transférer une pompe à eau pour les animaux du zoo vers Gaza. Mais ils n'ont jamais été autorisés à le faire. Ils ont essayé d'envoyer la nourriture pour les animaux, mais le blocus interdisait tout simplement de faire rentrer des produits, que ce soit finalement pompe à eau, médicaments, alimentation pour les animaux, c'était complètement bloqué, ils n'avaient rien pu faire. Et ce n'était pas non plus de transférer de l'argent vers Gaza, parce que sinon, sans être en fait taxé de terroristes. Donc du coup, toutes les actions possibles envers ce zoo étaient complètement bloquées, quoi. Donc une autre illustration, je trouve, de la restriction de mouvement, c'est avec les frontières internationales. Les Palestiniens, ils peuvent juste sortir de Palestine par la Jordanie et en demandant des autorisations spéciales, parce que si on sort sans demander d'autorisation, on ne peut pas revenir chez soi après. Il faut savoir qu'il y a seulement 90 km qui séparent Ramallah, donc la capitale, la Palestine, avec Amman, en Jordanie. Donc 90 km, on peut s'attendre à ce que ça soit plutôt rapide à faire. Plutôt en 1 heure, on le fait. Mais en fait, ça prend vraiment toute la journée en fait, là-bas, parce qu'il y a 4 checkpoints et que les frontières en plus sont fermées la nuit. Enfin, que c'est assez compliqué. Et tout le monde ne rentre pas, ne sort pas comme il veut. C'est pas aussi simple que ça. Il y avait aussi du coup un bénévole de PAL qui était étudiant en études vétérinaires. Il avait un projet universitaire d'aller dans une fac britannique pour apprendre des techniques pour attraper des animaux errants, les stériliser et les relâcher. Donc il avait réussi à avoir ce cursus et il avait demandé, du coup, il devait demander une autorisation pour pouvoir avoir le droit de sortir et d'aller en Angleterre faire ce cursus, cette formation dans son cursus universitaire. Donc il avait rempli le dossier, il avait mis absolument tous les documents qui étaient demandés, et 1 mois et demi après, on lui répond que non, c'est pas possible, vous ne l'aurez pas, et vous n'avez pas non plus le droit de venir demander les raisons du rejet de la demande. Tout simplement, comme ça. C'est de façon très aléatoire, comme ça, les entrées et les sorties sont complètement bloquées, sans vraiment d'explication. Il faut savoir aussi que quand on sort, même si on se souvient de la carte, la Cisjordanie est collée à la Jordanie, mais même quand on passe de Cisjordanie en Jordanie, il y a un checkpoint israélien aussi entre les deux, et il y a une taxe israélienne à payer aussi quand on sort. Donc ça coûte cher en plus de sortir, il y a la taxe en plus, et les vols, d'un point de vue aussi très pratique, les vols depuis la Jordanie sont plus chers que depuis Tel Aviv, en général. Donc si on veut aller en Europe, par exemple, c'est beaucoup moins cher d'aller en Europe depuis Tel Aviv que depuis la Jordanie. Donc ça veut dire que les Palestiniens n'ont pas le choix de se dire je vais aller par Tel Aviv. Non, il faut qu'ils passent par Jordanie, ce qui est le plus cher en permanence. Et d'un point de vue avancé légal, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sans surprise, il n'y a aucune loi sous l'autorité palestinienne qui concerne le bien-être animal.
PAL essaye en ce moment de créer une base de propositions de loi en partenariat avec une fac de droit, mais c'est assez compliqué, il se heurte à différentes difficultés parce que, par exemple, de nombreux membres en fait, du cabinet de l'autorité palestinienne sont actuellement en détention administrative. Ces fameuses détentions, les détentions administratives, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est un système où on est détenu pendant une période pas trop déterminée, sans procès et sans avocat, parce qu'on est, on est susceptible d'être une menace pour l'État israélien. Donc on est enfermé, mais de façon pas trop définie dans le temps et sans procès. Donc beaucoup de membres du cabinet de l'autorité palestinienne sont actuellement en détention administrative. Du coup, on ne peut pas travailler avec eux sur ces propositions de loi. Et les députés de Gaza et de Cisjordanie ne peuvent pas non plus se rencontrer facilement pour ces questions de frontières qui sont compées. Et donc même certains députés doivent demander des autorisations pour se rendre au travail. Donc c'est quand même assez compliqué. Ça explique pourquoi en fait, faire des propositions de loi, c'est assez compliqué, c'est un processus extrêmement lent et fastidieux. Et tout ça, en fait, sans même la garantie que si un projet de loi est établi, qu'il est accepté par l'autorité palestinienne, vu que comme on regardait les zones avant, l'autorité palestinienne a un contrôle total juste sur la zone A, qui représente même pas 20% en fait, de la Cisjordanie. Donc c'est assez réduit, même si c'est l'autorité palestinienne mettre en place des lois, ils contrôlent une toute petite partie du territoire, et donc tout le reste, ça serait à l'État israélien de l'appliquer, mais ça ne serait pas leur loi. Donc, à quel sens ça aurait vraiment? C'est une question qu'on peut se poser, de faire des avancées légales dans ce contexte. Et donc du coup, vu qu'ils se sont heurtés à cette difficulté, ce qu'ils ont commencé à faire, l'équipe de PAL, c'est que sur certaines thématiques, par exemple sur l'utilisation d'animaux pour le travail, notamment avec les Bédouins, ils ont plutôt commencé à faire directement de la sensibilisation auprès des populations qui utilisent ces animaux de travail, en se rendant auprès d'eux, essayer de discuter. Ils ont fait des manuels aussi en arabe et avec des dessins sur comment traiter les animaux de travail, et essayer de faire réfléchir à un traitement plus humain, en tout cas, de ces ânes et des chevaux qui sont utilisés juste pour le travail. Donc ça, c'était plutôt un début de dialogue qui commence à se faire. Ils ont aussi un projet en ce moment comme on parlait tout à l'heure avec l'étudiant vétérinaire, de trapage et de stérilisation et de relâcher des chiens et des chats errants, parce que c'est quand même un grand problème aussi en Palestine. Il y a une grande population de chats et de chiens errants, et elle est contrôlée de façon vraiment... on ne peut même pas parler de contrôle. La population est régulée, entre guillemets, par du poison et des tirs. Et donc, du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'essayer d'instaurer un programme pilote avec des vétérinaires pour, sur une zone bien définie, commencer à attraper tous les chiens et les chats errants, les stériliser, les relâcher, et d'essayer d'élargir ça à toute la Cisjordanie pour avoir, du coup, un contrôle quand même plus humain. Donc ça, c'est assez nouveau, mais c'est pareil, ils ont d'autres problèmes, du coup, avec ce programme. Le problème, c'est l'approvisionnement de médicaments. Il faut savoir qu'il y a aussi des antidouleurs et des antibiotiques qui n'ont pas le droit de rentrer. Donc ça rajoute d'autres difficultés. On est obligé de choisir d'autres médicaments qui n'étaient pas forcément les plus appropriés d'après les vétérinaires. Donc ça reste quelque chose d'assez compliqué, mais ça commence quand même à se faire, notamment dans la région de Tulkarem. C'est la première région pilote là-dessus. Et en ce moment, ils viennent tout juste, ça commence les travaux à Ramallah, même dans la ville. Ils ont commencé à installer une clinique vétérinaire, on va dire, d'urgence. Ce n'est pas une grande clinique comme on peut imaginer en France, mais c'est 2 pièces où un vétérinaire peut recevoir un animal et faire des soins d'urgence s'il est trouvé dans la rue, etc. Et c'est collé au bureau de la Palestinian Animal League. C'est vraiment ensemble. En mai 2018, cette année, ils ont organisé la première conférence internationale sur les droits humains et les droits des animaux en Palestine. Et aussi, ça parlait aussi un peu d'écologie, donc ils pensent organiser ça tous les 2 ans, parce que c'était vraiment un succès, mais ça prenait pas mal de temps en termes d'organisation. Donc j'espère en fait que ces exemples vous auront montré en fait pourquoi il est complètement irréaliste de penser que les Palestiniens peuvent mettre de côté la politique pour se concentrer sur la cause animale, quand la politique elle-même impacte les actions qu'ils essayent de faire pour les animaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, si les Palestiniens pouvaient oublier l'état d'occupation, ça ne s'appellerait pas de l'occupation.
Et en conclusion, pour nous, c'est évident que la lutte pour les droits des animaux doit s'accompagner du travail actuel contre les violations des droits humains en Palestine. Et c'est seulement en travaillant sur les deux causes qu'il est possible d'imaginer un futur dans lequel les droits des animaux seraient défendus et protégés. Parce que quand les humains subiront moins de restrictions, il sera plus facile de protéger les animaux. Et tant qu'il existe des restrictions pareilles en fait, pour les humains qui vivent là-bas, évidemment, ça va restreindre les possibilités d'agir pour les animaux. Je vous remercie. Alors j'espère que déjà vous m'entendiez. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Les animaux du zoo, ils sont pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, c'est une question que je me posais en même temps que j'en parlais. Eh ben, c'est une question, je ne sais pas honnêtement. Je ne sais pas si quelqu'un là. On a vu le documentaire de Ai Weiwei Human Flow récemment, et il y a un passage dans le stage dans les bons tigres, et justement, je me demande si c'était pas. Il y en a beaucoup qui sont morts quand même. Hein. Enfin, à cette période-là, je crois j'avais l'impression que la moitié des animaux du zoo étaient morts quand même, tellement c'était dramatique quoi, la situation où ils s'en étaient arrivés. Mais ouais, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est ce zoo. C'est une bonne question. Regardez. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que j'ai fait au Luxembourg justement avec des pales. Ouais. C'est présenté par deux filles londoniennes. Je crois que c'était sur ce zoo. Il y a eu une réussite de transport de pas beaucoup d'animaux. Peut-être en coopération avec des activistes palestiniens et israéliens. Je ne suis pas très sûre, mais ce que je sais, le but de la conférence, c'est de nous expliquer que les Israéliens s'en étaient attribués le mérite. Si ça vous dit quelque chose à côté. Ouais, mais je suis pas sûre de. Ouais, mais j'ai pas les infos pour pouvoir le dire de façon sûre. Je préfère pas m'avancer dessus. Yves, je sais pas si. Toi, comment tu t'es intéressée du coup à ce qui se passait là-bas et aux activités de PAL? Moi, en fait, justement, j'avais rencontré l'équipe de PAL au Luxembourg il y a 4 ans, je crois, peut-être plus. Et en fait, j'avais été un peu sur le cul, si je peux dire. Enfin, quand je les ai rencontrés, pour moi, c'était pas imaginable en fait de militer pour les animaux dans ce contexte-là. C'était aussi ma première réaction quand je les ai rencontrés. Je me suis dit, mais ils sont fous, ceux-là. Enfin, ils n'ont pas autre chose à faire, sérieusement. Et en fait, quand ils te présentent comment ils font les choses, tu ne peux juste que dire, oui, c'est chouette, bravo. Et en fait, j'avais vraiment juste envie de les soutenir d'une façon ou d'une autre. Au début, ça a été juste... l'année qui a suivi, je les ai invités aussi à Paris. Ils ont fait une conférence aussi en région parisienne pour présenter l'association. En fait, eux, ils veulent se faire connaître. Ils veulent que leur travail se fasse connaître. Et donc, du coup, ils avaient fait un tour en Europe comme ça pour présenter leur travail. Et donc, moi, j'avais proposé d'organiser leur étape à Paris. Et depuis, en fait, au fil des années, c'est devenu des amis aussi. Et donc, mais je fais principalement que de la traduction pour eux en français. Ils essayent de traduire tout leur site en le plus de langues possible. Donc, moi, je fais surtout de la traduction, en vrai. Est-ce qu'ils font un travail aussi sur les ânes? Parce que depuis qu'il y a une occupation, depuis des années, les ânes se sont beaucoup développés, le transport des ânes s'est beaucoup développé, ils sont très maltraités. Ouais. Ils ont mis des bombes dessus pour les aider sur les checkpoints. Et est-ce qu'ils s'intéressent aussi aux ânes? Parce que c'est un gros problème. Justement, oui, les ânes, quand je parlais des problèmes, des bases de loi qu'ils voulaient faire, mais qui étaient complètement bloquées par ces trucs-là, en priorité, ils pensaient aux ânes, les ânes de travail. Ça a été un de leurs premiers projets, c'était les ânes de travail, justement. C'était une de leurs premières préoccupations. Et du coup, vu que le débat en fait, politique et de l'avancée légale prenait vraiment un temps pas possible, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est un travail directement avec les Bédouins qui travaillent avec les ânes sur la sensibilisation, sur le fait de les utiliser moins, mais aussi d'être dans des meilleures conditions. Enfin, ça peut paraître bête quand on est ici en Europe, on a des grands débats dans les conférences ici sur le welfarisme, l'abolitionnisme, les méthodes, etc. Mais là-bas, la question ne se pose pas en fait. Il n'y a pas encore cette culture de on fait du welfarisme, on fait de l'abolitionnisme. Et donc là-bas, ils ont eu les premiers contacts qu'ils avaient avec les Bédouins, c'était d'expliquer des choses simples comme ton âne, quand il ne travaille pas, mets-le à l'ombre.
fait en sorte qu'il ait de l'eau à boire et ne le fera pas. En fait, ça partait sur des choses vraiment ultra basiques. Et pour travailler en fait après sur du long terme, ils essaient déjà de créer en fait en ce moment une relation de confiance avec les gens qui travaillent avec les ânes pour essayer qu'il y ait une relation possible, une discussion possible entre les gens qui travaillent avec les ânes et eux sur cette utilisation. Mais après, c'est vrai je suis sûre qu'il y aura beaucoup de critiques du fait de, faut pas utiliser des ânes de travail. Mais ouais. Ouais. Oui. Non, mais après c'est. Ouais. Non, mais les bédouins, ça a été un premier projet. Mais après, ça reste, les équidés de façon générale, les chevaux aussi, sont utilisés. Les ânes, mais il y a aussi les chevaux. Mais oui, c'est un de leurs premiers projets prioritaires, hein, les équidés. Non, pas que je sache. Mais c'est une question que je leur poserai, du coup. Je ne sais pas qui a levé un moment en premier. Je crois que c'était toi. Ouais. Non, et alors du coup, pour l'alimentation, ouais. Tu disais que depuis qu'il y a l'aide alimentaire, ils mangent plus d'animaux qu'avant. Mais au niveau de l'agriculture, de l'élevage, est-ce que du coup, ils mangent genre à 90% vegan, mais sans faire exprès parce qu'ils n'ont pas le choix? Ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a cette question-là quand même quand je parlais de l'aide humanitaire, c'était après 48, dans les premières années, que les Nations Unies envoyaient du bœuf. Aujourd'hui, il n'y a plus trop, ça s'est calmé, mais en fait, c'est rentré dans les habitudes alimentaires en fait, de consommer plus de viande. Donc, ce n'est pas forcément toujours la viande de bœuf en conserve des Nations Unies qui est consommée aujourd'hui. C'est juste que la viande est devenue une habitude aussi alimentaire et que les gens en consomment plus qu'avant. Avant, c'était vraiment les fêtes. C'était tout, quoi. Il n'y avait pas de viande le reste du temps. Et aujourd'hui, il y a de la viande. Après, je ne peux pas dire vraiment en quel pourcentage, mais je pense qu'il y a toujours une faible consommation par rapport à d'autres pays voisins, comme en Israël. J'ai vu des comparatifs en termes de kilos de viande et tout. Et évidemment, ce n'est pas la même richesse, donc il y a quand même une consommation qui est vachement plus réduite. Mais... Et c'est plus cher. Est-ce qu'ils pourraient ne pas en manger nutritionnellement parlant? Ah oui, clairement. C'est un pays où on mange énormément de lentilles, de haricots, de pois chiches, de falafel, de houmous. Vraiment, en termes de protéines, là-bas, quand j'y suis allée, je me suis dit, mais c'est le premier endroit où je me suis dit, waouh, c'est trop facile d'être végane, en fait, et de manger bien. N'importe où tu vas, tu peux vraiment bien te nourrir et de façon équilibrée, sans avoir de problème de protéines, quoi. Et c'est l'alimentation de base et qui est moins chère que la viande, clairement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et du coup, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont véganes par défaut ou qui veulent devenir véganes Il y a les deux. Il y a des gens qui sont, je ne vais pas dire véganes parce qu'ils vont consommer de la viande de temps en temps, mais il y a beaucoup de gens qui ont une faible consommation de viande quand même par rapport à d'autres pays. Mais il y a aussi une conscience aussi qui commence à se créer sur le fait d'être végétarien et d'être végane, et ça progresse aussi là-bas, quoi. Toi, en vert. C'est un sujet complexe, dans le sens où pour eux, il y a des dialogues qui ont été faits avec des associations en Israël, mais principalement, c'est vrai que c'était des associations d'Israéliens dits arabes. En fait, ce qui a été compliqué, c'était aussi il y a eu des contacts, oui, avec des associations israéliennes, mais le problème, c'est que pour eux, ils ne peuvent pas travailler avec une association israélienne qui ne remet pas en question l'occupation. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu trop leur demander quand même. Donc du coup, pour eux, non, c'est pas leur projet de travailler, en tout cas, avec des associations israéliennes, tant qu'il y a cette position-là. J'ai parlé à Ahmed Safi il y a quelques semaines, c'est le fondateur de ouais. Baal. Moi, je représente 269 Baal pour Israël. Ouais. Je lui ai proposé de faire la journée antispéciste ensemble. J'ai pensé que ça serait très, très bien, des Israéliens et des Palestiniens contre le spécisme. Je lui ai expliqué que 269, c'était l'antinormalisation par rapport à l'État, que nous, on n'était même pas une association notée. D'ailleurs, si vous restez à la conférence, vous verrez ce que dit Sacha et notre rapport à l'État. On
l'État israélien ni d'autres États spécistes. Mm. C'est pour ça que 1969 n'est inscrit nulle part en Israël. Mm. Et donc j'ai vraiment essayé d'avoir une discussion. Ensuite on s'est écrit. J'ai vraiment voulu lui dire qu'on n'était vraiment pas, on se positionnait pas en tant qu'Israélien, mais que pour les animaux ça pouvait vraiment avoir un impact. Et non, il a refusé. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, d'autant que, comme je suis aussi très engagée pour les chiens et chats, donc je suis amie avec Diana qui a un refuge à Beth Jala, qui est dans une situation catastrophique d'ailleurs. Tout don pourrait l'aider parce qu'ils vont fermer son refuge à Bethléem. Ouais, je vois aussi. Et elle a vraiment nulle part où aller. Nous en Israël, on l'aide sans arrêt. Ouais, je sais que. Oui, c'est en Palestine. Oui, je sais, mais elle fait adopter beaucoup de chiens en Israël d'ailleurs. Voilà, Ouais. et à chaque fois, on essaye de faire sortir des chiens et de les ramener. D'ailleurs, en Syrie aussi, moi j'habite en Galilée, vraiment pas loin de la frontière syrienne, et on a aussi des rapports, on soigne et des réfugiés et des animaux, enfin des associations pour les animaux en tout cas. Et donc j'ai été un petit peu déçue par sa réaction, je dois dire. Voilà. Bah, en fait, c'est pour la Palestinian Animal League, c'est compliqué de travailler avec des associations qui ont une vision très dirigée sur les animaux, enfin, ce qui est celle de 269. Hein, il y a une déclaration, comment elle s'appelle, la charte là, de 269 là, pour les animaux non humains. Comment... C'est ça. C'est ça. Bah ouais, mais quand on est palestinien, c'est compliqué en fait, ce discours-là. Ouais, mais sûrement. Mais pour un Palestinien, c'est très compliqué à entendre ce genre de discours. Et quand on a grandi dans un camp de réfugiés, dans un contexte de conflit où on est occupé, entendre que les animaux, c'est plus important que toi, Palestinien, alors qu'on est juste à côté, bah, en fait, c'est le fait de hiérarchiser des souffrances qui est compliqué. Ah, ça, c'est pas vrai. Écoute, moi, je travaille avec des réfugiés et franchement, j'entends pas ça tous les jours, quoi. Que tout le monde est d'accord pour les droits humains, je suis désolée. Franchement, quand on voit comment on traite ses propres congénères d'espèces, on va dire, on se dit des fois, c'est compliqué. Comment ça? Dans tous les pays plus occidentalisés, où les droits de la femme et de l'enfant sont plus respectés, on a également moins de maltraitance animale. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, les enfants répètent les souffrances sur les animaux. Oui, mais c'est la responsabilité de qui là de... D'accord. Après, leur discours aussi, c'est de dire, justement, on en a tellement bavé, c'est aussi à nous de reconnaître la souffrance aussi. On devrait être les premiers à reconnaître la souffrance chez l'autre et chez les animaux. Ouais. Mais ouais. Hein? C'est imparable. Ça s'entend. Ouais. Ah oui. Tu levais la main. Il y a une question intéressante sur les assauts israéliennes. Est-ce qu'il y a des dialogues avec des associations de pays arabes autour? Alors ouais, c'est pas... Je suis pas non plus super calée sur le sujet. C'est pour ça, comme j'ai dit au début, moi je suis pas de la Palestinian Animal League. Je suis pas super calée. Alors il me semble qu'il y a quand même des contacts qui ont commencé à se faire dans d'autres pays, notamment en Jordanie, qui est pas si loin. Mais en fait, tout le problème aussi des Palestiniens, c'est que, oui, on peut faire des contacts par Internet, par exemple, mais pour se voir physiquement, c'est compliqué.
parce que les militants des autres pays arabes voisins, ils ne peuvent pas venir en Palestine. Les Palestiniens n'ont pas tous le droit de sortir. Donc ça crée aussi des restrictions, forcément. On ne peut pas se rencontrer facilement. Ils ne peuvent pas faire une conférence, on va dire... il y a des conférences en Europe pour les droits des animaux. Au Moyen-Orient, c'est un peu compliqué. D'en faire une en Palestine. D'ailleurs, la conférence en Palestine, les seules personnes qui étaient là, c'était donc la moitié, c'était des Palestiniens qui venaient de Cisjordanie, qui habitaient sur place. Et l'autre moitié, c'était des Européens, des Américains. Mais voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ne peuvent pas juste venir et... Ils sont bien plus malheureux en Jordanie, au Liban qu'en Israël. Enfin, je parle des Arabes israéliens. Par rapport aux Ah oui, c'est pas le même... Jordanie, c'était quand même leur pays aussi. Ouais. Mais bon, ils n'ont aucun droit de... ils ont... Aujourd'hui... On ne demande jamais à la Jordanie de leur rendre leur territoire aussi. Là-bas, ils sont vraiment... Quand Israël a voulu vendre Gaza à l'Égypte, parce que c'était l'Égypte qui l'a occupé, l'Égypte a dit non, on ne veut pas de Gaza. C'est dans les accords. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Débats? Si je comprends bien, finalement, ils sont très peu, très isolés. Et ils ont des difficultés à créer des collaborations. Alors autant finalement avec des militants qui seraient d'Israël, qu'on peut comprendre qu'il y a des conflits historiques, et qu'avec des pays autour, plus arabes, comme ça, et quelque part ils font des associations PAL, par exemple, qui travaillent, c'est des Palestiniens qui travaillent pour la situation des animaux sur les terres palestiniennes. Ouais. Ils n'ont pas d'impact, ils ont peu de liberté de provoquer des changements par rapport à l'extérieur, ou peu de possibilités de négocier peut-être même avec l'extérieur. Après, c'est un... il y a différents types d'activisme. Ça peut reprendre les discussions qu'on a sur différents types d'activisme. Quel impact on peut avoir? Eux, l'impact qu'ils ont, c'est qu'ils disent, bon, maintenant, Cisjordanie, on est coincé entre derrière ce mur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les animaux? On peut déjà essayer de faire des campagnes ciblées sur les ânes, les chevaux, les chiens et les chats errants. Déjà, améliorer cette situation-là, c'est déjà pas mal, je pense. S'ils arrivent déjà à faire des avancées sur leur territoire qui est assez réduit, mais où ils ont toutes ces restrictions, pour eux, c'est déjà... C'est local, c'est des actions locales de sensibilisation et... Ça rend aussi les choses un peu plus limitées et possibles presque. Comme on disait ce matin, il y a l'idée de faire la paix dans le monde ou bien d'améliorer la situation des âmes sur le territoire palestinien. C'est vrai que c'est beaucoup plus... ils font avec leur contexte, oui. C'est ça. Ils font avec leur contexte. Mais... Du coup, on n'a pas les mêmes objectifs en termes d'activisme quand on est dans ce contexte-là. C'est comme quand on parlait de qui est welfariste, qui est abolitionniste. C'est un contexte où tu n'as pas ce luxe de te poser cette question-là, on est quoi Tu fais quelque chose de local en essayant de faire en sorte que déjà ça fonctionne, que tu arrives à faire avancer les choses localement, et c'est déjà pas mal, je trouve, de t'attaquer à ça. Excuse-moi, je t'entends. Alors là-bas, c'est encore beaucoup plus difficile. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une histoire qui est assez amusante, je ne sais pas si on peut dire amusante, mais parce que pour le coup, PAL est une association enregistrée officiellement. Et quand Ahmad il m'a raconté l'histoire donc il a voulu faire enregistrer l'association PAL officiellement dans le bureau de l'autorité palestinienne en disant si on veut exister officiellement, c'était important pour eux. Et en fait, il n'avait jamais de réponse à sa demande. Donc il est allé plein de fois au bureau en disant « Mais pourquoi vous ne nous enregistrez pas ?» Il nous disait « Mais t'as pas autre chose à foutre que de t'occuper des animaux, t'as pas de travail, tu t'ennuies, tu veux qu'on trouve des choses à faire ?»
Et ce qu'il leur a répondu, il a dit, mais attendez, on a bien des associations de supporters de Barcelone ou du Real Madrid, pourquoi on ne pourrait pas avoir une association pour les animaux palestiniens? Enfin, ça a quand même plus de sens, c'est plus palestinien que vos clubs de foot espagnols, quoi, dont on a plein. Parce qu'en Palestine, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, le Real Madrid et Barcelone, c'est très important, c'est une religion en soi. Et donc, il y a beaucoup d'associations de supporters du Real Madrid et de Barcelone. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a pris en exemple, en disant, mais pourquoi on a ces associations de supporters de foot, mais je ne peux pas avoir une association pour les droits des animaux? Et finalement, bon, ça a fini par passer. Donc, ils ont réussi à se faire enregistrer, mais ça a été un peu compliqué, quoi. Ouais. On lui disait, mais on se foutait de sa gueule en lui disant, mais t'as pas autre chose à faire, tu t'ennuies, t'as pas de travail, c'est un peu ça, quoi. Mais... J'imagine qu'il y a des problèmes pour tous les nutriments, mais la B12, ils connaissent. Ah ça, j'avoue. Non, mais c'est une question sérieuse, hein, c'est vrai. Je sais pas, je lui demanderai s'il prend sa B12. Ça serait bien que ce soit viable si on prône. Bah oui, non, c'est vrai. Bah pas tout le monde, il y a des véganes aussi en Palestine qui consomment pas d'œufs. Mais... Bon, non, mais j'en connais et puis ils mangent pas d'œufs, quoi. Donc il y a des véganes, oui, en Palestine. Il y a des végétariens, des véganes, partout. Et globalement, tu dis, donc, quand on est voilà, un peu opprimé, qu'on ressent la souffrance, on peut mieux comprendre la souffrance des autres animaux, par exemple. Bah, eux, c'est ce qu'ils disaient, si. Enfin, il y a eu... Bah, eux, c'est ce qu'ils ont dit à un moment donné. Ils disaient, mais eux, enfin, je ne veux pas parler à leur place, eux, ils disaient, les activistes, ils disaient, mais on est un peuple qui a tellement morflé, c'est aussi... On devrait justement être capable de remarquer cette souffrance quand on la voit chez les animaux, parce qu'on a, on a souffert, on a beaucoup souffert, donc on devrait être capable... Enfin, le peuple palestinien devrait être capable de ressentir plus d'empathie en fait pour les animaux et d'essayer de comprendre un peu plus leur situation. Après, c'est lui qui le dit, hein, moi je veux pas. Est-ce que c'est ce qui se passe quand il leur explique que par exemple les ânes ou que les animaux qu'on mange, bah, du coup ils ressentent aussi les choses, qu'ils souffrent. Bah, ça c'est comme partout, j'ai envie de te dire, tu vois. Enfin, il y a des gens qui vont être même en Europe quand tu parles tu compares des souffrances en disant, par exemple, enfin, je vais prendre un exemple typique qu'on utilise souvent, enfin. Il y a souvent l'excuse de bah oui, mais tu sais, les vaches laitières, c'est un viol, nanana, ou l'élevage, c'est de l'esclavage, etc. Donc, c'est des comparaisons qui, des fois, bah, les gens les entendent, des fois, les gens ne les acceptent pas du tout. Et en Palestine, c'est pareil. Il y a des gens qui vont dire mais attends, tu es en train de nous comparer aux animaux, et des gens, au contraire, qui vont dire ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est international pour le coup. Ça marche pas parce que plus de souffrance que ce qu'on peut avoir ici. Bah, ça marche, je veux dire que ça marche pour des personnes, ça marche pas pour tout le monde en fait. Enfin, et en Europe, c'est la même chose quand tu parles d'esclavage ou tu parles de viol pour faire passer que le lait c'est dégueulasse. Tu vois, tu as des gens qui vont comprendre cet argument-là et d'autres qui vont être super choqués, et se vexer, se braquer et vont pas vouloir en entendre parler. Et là-bas, c'est la même chose en fait. Hein. Ils sont pas très différents en fait. Hein. 2011. Les ateliers pour les enfants qu'ils développent avec les animaux, ça doit être, rien que ça, c'est un résultat qui doit être sympa pour défendre l'association. La bonne relation à l'animal pour les enfants. Après, voilà, c'est du travail vraiment boule de neige et petit à petit, mais de longue haleine. Mais c'est vrai qu'ils se disent c'est plus intéressant de commencer aussi à travailler avec des enfants, parce que c'est eux le futur aussi, c'est eux les prochains. C'est une stratégie qu'ils ont fait. Mais après, il faut savoir que ça n'a pas été fait, non, je pense, non plus complètement par hasard, parce que les militants de base qui ont créé PAL aussi travaillent beaucoup avec des enfants, de façon parallèle. Et donc, du coup, les liens ont été faits plus facilement, je pense aussi, envers ce public-là, des enfants, parce que c'était des gens qui étaient en lien avec les enfants déjà. Donc, les liens ont pu se faire facilement. En termes de fonds, est-ce qu'il y a la majorité des fonds qui viennent de l'étranger, ou est-ce qu'il y a beaucoup de fonds qui viennent directement de Palestine? Ouais, il n'y a pas beaucoup de fonds de Palestine. Il y en a un peu, mais c'est pas... Non, il y a beaucoup d'aide internationale quand même. Toi d'abord, je crois. Oui. Moi Oui. Tu disais, à un moment, tu dis,
à force que du coup, les Israéliens prennent des terres, des puits, tout ça, en 2020, on estime qu'il y aura plus d'eau potable. Est-ce que ça veut dire plus d'eau potable dans les puits pour les Palestiniens ou plus d'eau potable tout court sur les terrains Dans les puits palestiniens, dans les sources palestiniennes. Et est-ce que du coup, ça peut changer des choses au niveau de l'agriculture ou de l'élevage ou la façon dont ils vivent ou pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mais j'imagine que ça va forcément changer les choses. Hein, s'il n'y a plus d'eau potable, j'imagine que ça va compliquer vachement les choses, quoi. On va être obligé d'acheter de l'eau. Donc déjà, ça va pas être la même affaire, quoi. Est-ce que ça arrêterait l'élevage? Je pense pas. Je pense que, parce qu'en plus, les élevages, en fait, intensifs qui existent en Cisjordanie, c'est des élevages israéliens. Et eux, ils n'auront pas de problème, je pense, à trouver de l'eau ailleurs ou à filtrer de l'eau. Enfin, c'est pas eux qui ont des problèmes d'argent. Hein, donc, je pense que ça devrait être viable encore. Hein. Ça ne me surprendrait pas. Mais ça va plus être pour la vie de tous les jours des Palestiniens que ça va être plus compliqué. Quoi. Mais à mon avis, je ne m'inquiète pas trop pour les élevages. Je pense qu'ils trouveront les moyens d'avoir de l'eau pour faire fonctionner les élevages. Je ne m'inquiète pas, malheureusement. Et excuse-moi, toi, oui. J'aurais deux questions. Vas-y. La première, c'est l'association est née en Cisjordanie, mais est-ce qu'elle a des antennes à Gaza et dans les camps de réfugiés au Liban ou en Jordanie? À Gaza, ils ont des contacts qui commencent à se faire, mais pas depuis très longtemps. C'est pas encore, on va dire, une antenne officielle. Donc, ils sont vraiment plus basés en Cisjordanie. Mais ouais, il commence à y avoir des liens entre Gaza, mais c'est pareil. Enfin, la conférence au mois de mai, ils voulaient que leurs contacts de Gaza puissent venir participer à la conférence et ils ont été bloqués, ils n'ont pas pu venir. Donc, Et sur un plan plus personnel concernant, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette association qui était déjà engagée dans la cause palestinienne ou dans les animaux? Non, moi, à la base, je suis vraiment une militante des droits des animaux depuis 10 ans et où j'étais assez concentrée justement aussi sur la question des droits des animaux. Après, j'ai toujours été plutôt sensible aux droits humains, enfin, j'en avais pas non plus rien à foutre, mais on va pas dire que j'y déployais des efforts considérables, mais juste, j'avais un avis dessus, mais c'était pas mon militantisme, quoi. Mais c'est en les rencontrant, c'était aussi à une période de ma vie où, avec les animaux, je savais plus trop ce que j'avais envie de faire comme type de campagne, comme type de militantisme, etc. Où j'étais aussi fatiguée d'un autre militantisme que je faisais pour les animaux, donc c'est une autre histoire. Et du coup, quand je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça en fait super intéressant qu'ils arrivent à allier les deux ensemble, parce que moi, c'est aussi ma vision de voir les choses. Pour moi, l'un, ça va pas sans l'autre. Et c'est pas toujours facile de croiser les choses, d'avoir un discours qui est cohérent et de croiser les choses et que ça soit pertinent. Mais eux, je trouve qu'ils le font plutôt bien, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu les soutenir. Et du coup, tu t'es rendu sur place combien de fois? Une fois, pour le moment. J'espère y retourner bientôt. D'autorisation? Alors, quand tu es européen, donc pour aller en Cisjordanie, il faut que tu ailles soit par Tel Aviv, soit par Amman, en Jordanie. Et après, tu rentres quoi, par les checkpoints. Mais c'est plutôt... je ne vais pas dire que c'est simple, hein, c'est faisable, mais c'est pas non plus... c'est pas très drôle, honnêtement. Tu allais à Gaza aussi? Non, Gaza, non. Juste en Cisjordanie. Mais c'est pas une expérience très agréable, honnêtement, de rentrer et de sortir. Mais ça se fait. D'ailleurs, l'année prochaine, je crois, il y a une Brésilienne qui veut organiser des tours politiques véganes de la Cisjordanie. Et l'idée, à la base, c'est quelqu'un qui est végane pour les animaux et qui était militante pour les droits des animaux et qui organise un tour qui est à la fois végane parce que tout sera végane dans le tour de tourisme, enfin si on va appeler ça du tourisme, mais en même temps c'est un tour politique qui reprend vraiment des lieux intéressants de la lutte palestinienne et qui met aussi un lien en fait entre la cause des animaux et le conflit et la situation politique actuelle. Et l'idée c'est d'organiser des tours de 7 jours dans différents lieux en Cisjordanie pour sensibiliser soit plutôt à la base des militants qui étaient par exemple pro-palestiniens et leur parler aussi de véganisme en même temps pendant les 7 jours pour leur laver un peu le cerveau. Et en même temps, aujourd'hui, elle vise plutôt des militants des droits des animaux à les sensibiliser à la cause palestinienne par cette visite, quoi. Mais qui n'est pas du tout une visite touriste classique. C'est des groupes de genre 6 personnes, juste assez pour entrer dans les taxis collectifs et de faire vraiment
d'avoir vraiment des échanges plus intéressants parce que c'est que des groupes de 6 et où on peut se déplacer facilement, etc. Et du coup, chaque lieu de la visite serait aussi présenté par une personne qui est locale, qui est palestinienne, qui pourra expliquer les choses mieux qu'elle, quoi. Mais vous pouvez suivre ça, je pense, bientôt, si ça vous intéresse de venir. C'est super intéressant, quand même, comme expérience. Et oui. Je me demandais, les ateliers avec les enfants, ce sont des personnes sur place qui les font ou il y a des gens qui viennent de... Parce qu'en fait, j'ai fait des missions en Afrique, donc du coup, je vois ça d'un autre œil. Non, c'est des gens sur place. C'est des gens sur place, justement, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils utilisent des étudiants d'université, d'université palestinienne, hein, qui, en fait, il faut savoir qu'en Palestine aussi, à la fac, il y a des heures, des ECTS, si vous voulez, obligatoires de bénévolat. Donc c'est un système, on peut se demander, enfin on oblige les gens à faire du bénévolat, dire pour ou contre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, du coup, il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent à s'intéresser à faire du bénévolat, que ce soit pour différentes causes. Et il y en a des étudiants qui choisissent de faire du bénévolat avec PAL pour valider leurs ECTS. Et du coup, ils font des ateliers. C'est les étudiants qui font la sensibilisation avec les enfants. Du coup, ce n'est pas le même rapport aussi, je pense, pour les enfants, d'avoir quelqu'un qui a 20 ans qui vous parle de choses qui est plus proche de vous, que d'avoir son institutrice de 50 ans qui n'a jamais fait en plus de sensibilisation sur les animaux, qui s'en fout parfois un peu. Enfin, du coup, c'est plutôt intéressant. Eux, c'est vraiment des étudiants palestiniens de fac locale qui font ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. La Palestinian Animal League. Après, il y a des pages solidaires qui se sont créées. Ah bah ça, tout s'est éteint. Palestinian Animal League, si tu tapes ça, tu trouveras leur page officielle. Et il y a des pages de soutien en anglais, italien, espagnol, français. Et si vous parlez des langues qui ne sont pas encore traduites sur le site, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'ils aimeraient bien continuer à faire traduire leur site dans le plus de langues possible. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aider en traduisant. Hein? Ouais, entre autres. Je trouve des relais en ce moment. Quelle est l'importance de cette association en fait? Combien de personnes, tu veux dire? Combien d'adhérents, je ne sais pas combien de personnes. C'est quoi? On parle de dizaines de personnes, de centaines de personnes? On va dire le noyau actif, ça va être une dizaine qui sont assez actifs. Après, en termes de gens qui organisent des ateliers, par exemple, avec les enfants, ça peut monter à 60-80 jeunes aussi qui bossent. Il y a aussi des personnes qui travaillent très ponctuellement sur d'autres projets. Les projets vétérinaires, par exemple, sur le trapage et la stérilisation, ça peut être d'autres bénévoles qui ne travaillent pas sur d'autres choses, mais qui ont envie de travailler sur cette question-là. Donc, je ne peux pas trop, mais je pense qu'en tout, ils sont une centaine, quoi. En tout. Et là, en l'occurrence, quand ils travaillent sur des projets comme ça un peu plus importants, ils travaillent avec justement d'autres... c'est des personnes bénévoles qu'ils ont trouvées dans la rue, ou c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées à cette cause et qui travaillent pour d'autres associations et qui sont prêtes à travailler en association avec PAL ou, ça dépend. Il y a des gens, il y a différentes choses. Il y a eu soit des gens qui étaient sensibilisés à la fac parce qu'ils voulaient voir avec quel asso ils pourraient faire du bénévolat et par hasard ils ont découvert PAL. Et à la base, ils s'y attendaient pas trop à faire du mitensif pour les animaux, mais ils se sont intéressés, ils ont trouvé ça sympa et ça leur a plu, ils se sont engagés. Il y a des personnes qui s'intéressaient aux animaux qui ont contacté PAL, qui les ont rencontrés comme ça. Il y a même eu des expats qui vivent... par exemple, il y a des Américaines aussi qui se sont installées en Palestine. Elles étaient militantes, elles étaient déjà véganes et militantes pour les animaux. Du coup, elles étaient sur place et se sont dit on peut vous donner un coup de main aussi. Il y a eu ce mélange un peu d'horizons assez divers et variés quand même. C'est ça qui est assez intéressant avec PAL. C'est que c'est pas du tout, ça ressemble pas à une asso classique qu'on trouve en Europe, quoi. Les gens ils viennent vraiment de plein d'horizons différents. Et des fois, il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas forcément même végétariens à la base, mais du coup, ils s'y intéressent, ils le deviennent après. C'est pas du tout la même chose qu'ici, quoi. C'est très différent.
Est-ce que c'est Ramallah, c'est ça, principalement? Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est bon ou... Bon, on va s'arrêter là alors. Alors, si vous... Merci à vous pour l'attention et t'es patient. Si jamais vous avez beaucoup d'argent et vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez aussi donner de l'argent à la Palestinian Animal League. On a des kéfiers, des t-shirts et des badges à prix libre. Voilà, n'hésitez pas.